Voici l'épisode 296 que nous enregistrons le 11 mars. Nos chroniqueurs de la semaine vont comme toujours partager avec vous le fruit de leur veille technologique. C'est une revue de presse, comme il pourrait y en avoir des milliers d'autres, sauf qu'il n'y en a qu'une comme la nôtre. Cette semaine, il est question d'étymologie, d'activisme, mais attention, activisme avec hack comme hacker, de drones millimétriques, de la dépendance de notre économie aux technologies, du piratage de Microsoft Exchange. On parle aussi d'un objet qui a révolutionné l'industrie musicale, d'un laptop modulaire et du monde politique qui se cherche de nouveaux terrains de jeu. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Il y a quelqu'un qui s'est cassé quelque chose. J'ai entendu un gros claque dans mon oreillette. Voilà. Bienvenue à vous. Vous venez de vous connecter, de nous rejoindre. On s'est un petit peu immiscé dans vos oreillettes, si vous nous écoutez avec des oreillettes, évidemment, ou dans votre véhicule, si vous nous écoutez en voiture, ou pendant votre jogging, ou dans votre cuisine, dans votre salon, au boulot, où que vous soyez. En tout cas, merci de nous accueillir chez vous. On va encore parler technologie pendant une bonne heure, à mon avis, hein. En général, c'est comme ça que ça se passe avec nos chroniqueurs du jour, qui ne sont autres cette semaine que ceux-ci. Tenez, ils sont tous localisé en France. D'un côté Sébastien, salut Sébastien à Paris. De l'autre côté, bonjour. De l'autre côté, nous avons Aurélien. Bonjour. Bonjour, tout très scolaire, des petits pulls, petites chemises, le bon élève, le bon élève de la classe, toujours le bon élève de la classe. On va remercier d'autres bons élèves, ceux qui nous ont laissé des commentaires la semaine dernière et même avant, j'ai envie de dire, sous nos vidéos ou en commentaire des podcasts, etc. Il s'agit d'Éric Randelin, de Pierre Laure, Sébastien Boireau, 626, Cubignol, Sombre Papa, Éric Bourdin, Ingrid Boy, Nico Mouk, Jean-Pierre Creusemarie, Nicolas Saint-Lay, Steve V ou encore Deltus 7529 qui a un épisode de retard, donc on va y aller mollo, hein, on va pas y aller trop vite, le temps qu'il nous rejoigne. il a un épisode à rattraper. Merci en tout cas pour ces commentaires. Vous avez remarqué, tous les noms que je vous ai cités, je les cite quasiment chaque semaine, ce sont les habitués. N'hésitez pas à vous joindre à eux dans les commentaires ou simplement pour dire un petit bonjour, etc. Vous êtes toujours les bienvenus, évidemment. On a du pain sur la planche, il me semble. Cette semaine, il s'est passé plein de trucs. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter, un petit préambule à faire l'un ou l'autre, on pourrait peut-être passer directement à l'ABCDR. Qu'en pensez-vous ? ABCDR. le silence complet. Donc ça veut dire ABCDR, ça on y va. On salue également au passage ceux qui nous ont rejoints sur Twitch, puisque ces enregistrements, vous le savez, depuis quelques mois maintenant, sont proposés sur Twitch. Donc vous pouvez assister aux enregistrements, un petit peu comme si vous étiez dans les coulisses. On parle de Blade, la lettre B comme Blade, avec Aurélien. Shadow cherche un repreneur. Alors, il faut expliquer ce que c'est Blade, il faut expliquer ce que c'est Shadow. Étant donné qu'on parle pas souvent jeux vidéo chez les technos, ça vaut quand même la peine de mettre les choses un petit peu au clair, si je puis dire. Aurélien. Oui, et vous allez voir que c'est une news qui en appelle d'autres. D'accord. Donc Shadow, c'est un produit commercialisé par la société Blade qui permet, c'est du cloud gaming, c'est-à-dire que en fait, quelqu'un qui veut jouer et qui a besoin pour jouer d'un PC, d'une carte graphique très puissante pour jouer en réseau, soit il achète un PC, une carte graphique, et en ce moment il va avoir du mal parce que il y a plus beaucoup de, il y a grosse pénurie, donc il y a plus beaucoup de cartes graphiques notamment sur le marché. Soit il se sert du cloud gaming, c'est-à-dire que les machines sont hébergées chez une société externe, Blade en l'occurrence, et à l'aide d'un n'importe quoi, d'un PC de bureau standard sans carte graphique, mais d'une bonne connexion Internet, il peut bénéficier d'une bonne puissance de calcul et d'un rendu de son jeu le plus fluide et le plus agréable possible. Et donc cette société Shadow, elle commercialisait Shadow, qui était donc pour les streamers, les gens qui sont notamment sur Twitch, une solution de cloud gaming hyper attractive et hyper performante.
Mais le problème, c'est que la société, qui est une start-up française, je fais un peu du chauvinisme, mais qui compte environ 150 salariés aujourd'hui, qui a pas loin de 100 000 clients en 2020 et qui fait à peu près 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle a des gros problèmes de santé financière et elle est au tribunal de commerce pour l'instant parce que ça se passe pas bien. D'accord. Et en fait, pourquoi elle est dans les news cette semaine, c'est parce que alors c'était avant l'incendie, mais OVH Cloud et son dirigeant Octave Klaba, par l'intermédiaire de son fonds d'investissement, a fait une offre de reprise pour cette société-là. Alors je vous ai mis deux news, enfin deux sources, puisqu'on met tout le temps les sources en dessous de l'épisode. Oui. Vous avez deux sources. Un article, je ne me souviens plus d'où, mais Numérama ou quelque chose comme ça, Android. Et Frandroid, pardon. Et un deuxième article de Next Impact qui est beaucoup plus poussé sur l'histoire de la société, d'où elle est partie, les différents lancements de produits, les problèmes qu'ils ont eu, le fait qu'ils sont partis d'OVH Cloud pour aller vers d'autres serveurs qui étaient à l'étranger, les différentes histoires capitalistiques et ce qu'ils cherchent. En tous les cas, aujourd'hui, voilà, c'est une belle société. En tous les cas, il y a de la techno. Et un des gros enjeux qui est dans l'article de Next Impact, c'est que le OVH Cloud voudrait récupérer cette techno pour s'en servir pour non plus faire du cloud gaming, mais faire des outils bureautiques dans le cloud. C'est ça. Type concurrencer Office 365, concurrencer la G Suite et tout ça. Donc en fait, Shadow, voilà, si le sort et si elle trouve des repreneurs, pourrait élargir son spectre et ne plus uniquement être dans le monde du cloud gaming, mais voilà, du monde de l'entreprise, des suites bureautiques, des outils de production et ce genre de choses. Voilà, donc c'est un peu triste pour cette société. Je pense que il y a beaucoup d'argent sur la table, il y a une belle techno. Maintenant, voilà, il y a sur les startups, il y a beaucoup de casse, ça en fait partie. Mais en tous les cas, je voulais signaler cette technologie française qui s'est bien développée et qui arrive quand même à trouver une clientèle et un marché. Oui, on a des confrères, podcasteurs, youtubeurs, etc., qui parlent régulièrement de Shadow, qui sont assez fiers de cette technologie franco-française, mais ceci étant dit, bien au-delà de ses frontières, ça rayonne aussi ailleurs. Il était question d'ailleurs, il me semble, que Shadow pénètre le marché belge par le biais des câbleaux opérateurs chez nous, en tout cas des distributeurs d'internet, entre autres, tels que Proximus, si je ne dis pas de bêtises, mais je m'avance peut-être un petit peu. Donc c'est un petit peu compromis, du coup, on ose l'imaginer. Je sentais Sébastien respirer très fort. Quand il respire très fort, c'est tu vois, c'est un peu le buffle. Il attend son moment pour avancer, voilà. Il y a un truc à dire. Non, pas du tout. J'étais en train de me concentrer sur la chronique suivante et me concentrer là-dessus. Et je prends note que je respire dans le micro, donc je vais éviter cette opération dans le futur. Et on me confirme effectivement que Shadow est prévu et est sur les abonnements Epic de Proximus. Merci nos amis du chat qui nous alimentent aussi en information. Donc comme tu le disais, Aurélien, et tu fais bien de le dire, on met nos sources, etc. Et on salue le travail de nos amis journalistes qui font des enquêtes un peu plus poussées, qui en tout cas font des sommes avec l'historique de la société, etc. Pour mieux expliquer aux gens de quoi il s'agit, de quoi il retourne, et qui permet à chacun de se faire une opinion. Et nous, on fait partie de ces gens qui se font une opinion. Voilà. Et on essaye de la partager nous aussi. Vas-y. Juste une petite question, ça m'intéresse, c'était pour faire quoi chez Proximus? Pour faire du gaming à la maison? Oui, c'est ça, voilà, pour avoir accès au gaming depuis sa télévision. Depuis sa box. Depuis sa box, voilà. Si vous voulez en savoir plus, on peut se documenter, nous aussi, ou Google est de temps en temps votre ami. Est-ce qu'on a un truc à rajouter sur ce sujet voilà, fort intéressant, mais je pense qu'on a bien fait le tour et on invite tout le monde, bien sûr. Oui, si vous avez de l'argent, n'hésitez pas. Voilà. Allez, on passe à la suite.
La lettre B toujours, mais comme brève, cette fois-ci, brève, pas une brève comme une information en bref, non, brève, B-R-A-V-E, ce navigateur basé sur Chromium et dont on a déjà maintes fois parlé chez les technos, que nous utilisons nous-mêmes souvent, enfin beaucoup d'entre nous utilisent Brève, que j'utilise là d'ailleurs, à ma droite. Tu voulais en parler, Sébastien ? Brièvement, oui, donc je vais faire une brève sur Brave. Effectivement, c'est le logiciel que moi j'utilise aussi pour naviguer tout au long de la journée. On en a déjà beaucoup parlé. C'est un navigateur Internet qui est basé sur Chromium. Pour ceux qui ne connaissent pas, essayez-le. Sa caractéristique, c'est qu'il est centré sur le privacy, donc le respect de la vie privée. Par défaut, il est très fort pour bloquer les trackers qui essayent de vous suivre sur Internet. Il a un client Tor intégré aussi, donc vous pouvez faire des private windows de navigation, des fenêtres privées de navigation standard, comme dans les autres browsers, ou connecté au réseau Tor qui vous permet d'accéder de façon protégée à Internet, je dirais, ou vous permet d'accéder au Darknet également, mais c'est une autre histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on reparle de Brave dans les news? C'est parce que Brave la société qui gère Brave a indiqué son intention de racheter un engin de recherche qui s'appelle Telcat, qui était développé vers une société qui s'appelait ClickZ. Je dis qu'il s'appelait parce que elle a arrêté, mais ils essayent de revendre leurs bijoux de famille, leurs biens, leurs assets. Et Telcat fait partie de ce lot qui pourrait devenir ou rentrer dans la division Brave Search, qui est ce groupe de la société Brave qui essaye de développer une alternative aux engins de recherche que nous connaissons. La caractéristique de Telcat, c'est de ne pas essayer d'indexer le web, parce que si on y pense aujourd'hui en 2021, indexer le web, c'est un truc un peu fou à faire. C'était bien il y a 20 ans, il y a 30 ans quand Google a démarré, le nombre de sites web était relativement faible, c'était techniquement possible, sans investir des énormes data centers, de crawler l'ensemble des pages web pour les indexer sur un serveur. Ici, l'idée, ce serait, comme il contrôle le browser lui-même, ce serait plutôt d'analyser le clickstream des utilisateurs. C'est-à-dire, si moi je fais une recherche dans ma barre qui m'amène sur une page, et que de cette page-là, je clique là et je clique là, le browser collecte de l'information qui dit que moi, qui ai cherché ce terme-là, je suis aussi intéressé par cette page-là et cette page-là. Ils savent le temps que j'ai passé sur les pages, ils savent combien j'ai scrollé dans les pages. Et donc, sur base de cette information de navigation, ils disent pouvoir créer un index, un moteur de recherche qui permettrait de donner des liens significatifs, relevants, comme on dit en franglais, aux utilisateurs qui cherchent. Donc, c'est un projet de recherche encore pour le moment, c'est pas intégré dans Brave. C'est intéressant de voir que ce browser qui se positionne comme pourfendeur de notre privacy investisse également dans un domaine qui est largement dominé par Google aujourd'hui. Il faut rappeler aussi que, ou peut-être là tu te dis que dans Brave il y a un bloqueur de publicité quasiment natif, quoi. Hein. Il exclut certaines balises pour ne pas afficher trop de publicité. Alors on a encore le choix après de dire ok ça va, ça peut passer, ça ne passe pas, machin, etc. Je vois quelqu'un sur Twitch qui nous dit qu'il a 266 714 pubs bloquées depuis qu'il navigue. Voilà. Et donc c'est aussi un moyen de micro-paiement pour les sites que vous appréciez. C'est le cas de lestechno.be par exemple. Vous avez le petit triangle à droite quand vous cliquez dessus. Vous pouvez faire un petit don en BAT. Qui est la crypto-monnaie qui est utilisée pour faire des tout petits paiements, des petits centimes de rien du tout. Mais depuis qu'on l'utilise, on a eu des fois des gens qui nous ont laissé un petit peu d'argent. Voilà, pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Ok, bon, je pense qu'on a bien fait le tour de la question de cette histoire-là, me semble-t-il. Donc on peut passer à la suite. La lettre D comme dépendance, et c'est de nouveau Sébastien qui s'y colle. On va parler de l'économie, nos économies de manière générale, qui sont évidemment de plus en plus dépendantes de la technologie, et quand celle-ci se casse la figure, effectivement, nos économies en prennent un coup dans les dents. Aussi, on a quelques exemples récents à mettre en évidence, Sébastien.
Eh bien, c'est la conjonction de deux nouvelles que j'ai entendues ce matin quand j'étais dans la douche qui m'ont amené à réfléchir là-dessus. Je voulais partager ma réflexion avec les auditeurs du podcast Les Technos. Nous enregistrons ce podcast le jeudi 11 mars et donc il y a pile 10 ans, c'était l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima et une catastrophe nucléaire, le plus gros accident nucléaire après celui de Tchernobyl. Et puis hier également, c'est hier, oui c'est bien hier, il y avait la nouvelle d'un groupe de data centers du fournisseur français OVH qui a brûlé à Strasbourg et qui a causé pas mal d'indisponibilité, je vais revenir dessus. Et c'était la conjonction de ces deux nouvelles en même temps. D'un côté nucléaire qui fournit l'électricité, la majeure partie de l'électricité, même s'il y a de plus en plus de tentatives d'avoir de l'énergie verte. Avec les risques qu'on connaît, il y a eu Tchernobyl dans les années 80. D'ailleurs, il y a une série qui retrace les événements de Tchernobyl en une dizaine d'épisodes. C'est une série qui a été publiée sur HBO aux États-Unis, sur Sky UK en Europe. Je l'ai jamais vue sur un réseau français, mais si vous avez des moyens alternatifs pour télécharger des séries, regardez cette série. Alors, je sais pas où elle a été diffusée, mais elle est effectivement doublée en français et sous-titrée en français ou sous-titrée en français. Je ne sais pas si elle est doublée. Elle a été diffusée en tout cas quelque part parce que je l'ai vue, mais je ne sais pas. Oui, moi je l'ai vue aussi, mais je peux pas dire comment je l'ai. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vue dans un rêve. Je me suis réveillé un matin, j'avais binge-watché la série. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'était assez surprenant. Elle est bien faite cette série, c'est vrai. Ça donne un très bon overview de ce qui s'est passé. L'enchaînement de causes et de conséquences à Tchernobyl. Fukushima, c'est un peu la même chose. Fukushima, il y a eu ce tremblement de terre au large, une alerte pour un tsunami. Au moment du tremblement de terre, les systèmes de sécurité de la centrale se sont mis en route, les réacteurs se sont arrêtés, mais bon, on n'arrête pas un réacteur nucléaire en quelques heures, on parle de jours, mais en tout cas, les systèmes ont fonctionné. On n'est pas du tout dans le cas de Tchernobyl. Ce qui n'était pas prévu, c'était le tsunami qui allait passer au-dessus des digues qui étaient prévues et qui allait balayer le système électrique de la centrale qui était maintenu pour refroidir les réacteurs. Et aussi les générateurs qui se sont fait noyer par la vague, donc il n'y avait plus d'électricité dans la centrale, d'où surchauffe dans un réacteur nucléaire, ça fait boum à un moment donné, avec les conséquences qu'on connaît. Autre type d'accident, c'était il y a 2 jours, c'est beaucoup plus près de nous, à Strasbourg, un data center qui brûle, d'autres data centers qui sont adjacents, qui sont interrompus de service. Heureusement, personne de blessés, mais je pense aux équipes d'OVH qui sont sur le pont pour le moment et qui vont rester sur le pont tout le week-end. Et ils ont annoncé aujourd'hui une capacité de mise en production de 10 000 nouveaux serveurs pour reconstruire les bâtiments qui ont été dévastés. C'est assez impressionnant en termes de logistique de construire 10 000 nouveaux serveurs. Ça dit pas grand-chose quand on parle de 10 000 serveurs. Ça fait du volume, évidemment. On imagine que ça remplit bien les racks dans les salles blanches, etc. Ça représente 3,6 millions de sites. Ça parle encore mieux. C'est assez impressionnant quand même. C'est exactement à ça que j'allais en venir. En fait, je voulais pas trop parler d'OVH parce que c'est un accident, ça arrive et il faut faire le mieux pour réparer. Mais c'est l'impact de cet accident, comme l'impact de Fukushima. Donc Netcraft, qui est la société qui monitore la disponibilité des sites web, donc ils ont des robots qui pingent des adresses IP pour détecter les downtime. Ils ont détecté, suite à l'incident d'OVH, 3,6 millions de sites web sur 464 000 noms de domaines qui ont été impactés. Alors quand on cherche avarie OVH sur Twitter, on a une liste de comptes énorme qui dit notre site est indisponible parce que notre hébergeur n'est plus là, etc. Et évidemment beaucoup d'institutions françaises, des institutions publiques aussi, mais aussi des points UK, aussi des sites turcs, des sites polonais qui sont plus loin. On parle oui, presque 60 000 noms de domaines .fr qui ont été impactés par cet incident. C'est le site de la ville de machin, de l'association de trucs. Mais on pense aussi aux petits commerçants qui vendent en click and collect pour le moment et qui balancent un message sur Twitter en disant désolé, il n'y a plus moyen de prendre des commandes sur notre site parce qu'on était hébergé chez OVH et l'infrastructure est down pour le moment. Donc, juste une
je me permets juste une micro-parenthèse. Je te rends la parole très, très vite. On met évidemment la source, une des sources, mais c'est une qui se met à jour le plus fréquemment, qui est le Journal du Net, qui en parle très très bien. Et au moment où nous enregistrons, quelle heure est-il ? Il est 20h30. Il y a eu une mise à jour au moment même où je vous parle, à 20h13. Donc je vous invite à aller lire la news et à aller voir les derniers rebondissements dont on n'a, nous, pas pris connaissance, et pour cause, puisqu'on est en enregistrement depuis 15 minutes. Donc voilà, depuis 19 minutes. Donc on n'a pas pu voir le reste. Mais voilà, tout ça pour dire que effectivement, il y a des sites qui font bien le boulot, et tant mieux. Donc on vous incite une fois de plus à cliquer sur le lien de l'article. Voilà. Je referme. Et donc voilà, c'était ça ma réflexion dans la douche ce matin. C'était un tremblement de terre. C'était un tremblement de terre, nous coupe de l'électricité, avec des retombées dramatiques pour la population qui vit autour, ou un incendie détruit un groupe de data centers et déconnecte 3 millions de sites web, en sachant qu'OVH est un grand acteur, mais pas un très très grand. Imaginez ce que ça serait si un Microsoft, Google ou Amazon avaient la même chose. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le destin, j'ai presque envie de dire. À un moment donné, contre les éléments, on peut pas faire grand-chose. J'imagine qu'il y aura enquête, etc. Les assurances vont s'y mettre également. C'est très dommage. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont proposés auprès du CEO d'OVH, Octave Klaba, pour donner un coup de main éventuellement, pour dépanner, parce que c'est la solidarité qui joue aussi dans ces cas-là. Manifestement aussi, dans le milieu de l'informatique, il peut y avoir de temps en temps de la solidarité, tant mieux. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien, je pense. Tu avais mis ton doigt dans ton nez, mais c'était plus une question. Oui. J'ai lu pas mal de choses sur cet incident, qui est quand même majeur. Mais est-ce que vous savez s'il y a eu vraiment de la perte de données pour des gens ou pas ? Tout est répliqué. Bonne question. A priori, oui. Tout est répliqué si tu mets en place... Enfin, je ne suis pas expert d'OVH et je n'ai surtout pas commenté et dire des erreurs techniques, des choses qui sont incorrectes techniques, mais de ce que j'ai compris dans les commentaires que j'ai lus, et c'est comme chez beaucoup de cloud providers d'ailleurs, OVH n'a rien à voir là-dedans, il y a des mécanismes de backup qui sont proposés, mais ils ne sont pas obligatoires. Et donc, si tu mets ton backup sur le disque dur de la machine sur lequel tu es, imagine tu as une base de données sur une machine, tu exportes et tu le gardes sur le disque dur, si cette machine-là disparaît, oui. Alors évidemment, les clients d'OVH, comme les clients des autres clouds, peuvent déposer leur backup sur d'autres data centers, d'autres régions, zones de disponibilité, peu importe comment les fabricants de cloud appellent cela, mais c'est à l'initiative du client, c'est pas fait automatiquement nécessairement, en tout cas pas pour l'ensemble des services. Ça dépend un peu des contrats, etc. Bonne question également de la part de Denis sur le chat. Pourquoi l'extinction ne s'est pas déclenchée de manière automatique ? On sait que ces data centers sont blindés. Enfin, moi, j'en ai visité déjà, comme beaucoup d'entre nous. C'est quand même, c'est des endroits où on se dit, s'il y a une étincelle ici et qui ferme les portes, je suis mort, quoi, parce que on va supprimer l'oxygène, voilà, tout est possible. C'est ça. En général, ils projettent des gaz inertes, qui suppriment l'oxygène et donc qui étouffent le feu. Pourquoi ça n'a pas marché ici ? Je suppose qu'il va y avoir une enquête et qu'on saura dans quelques semaines. Ok, bon, affaire à suivre, si ce n'est que ça reste quand même un fait divers, mais c'est un fait divers qui quand même touche pas mal la communauté technologique, donc autant aussi garder un œil là-dessus. Je vais tousser, attention. Un drôle de truc qui se passe dans mon gosier, c'est très, très, très gênant, c'est la première fois que ça m'arrive. On va parler de drones. Avec qui ? Avec Aurélien. Avec Aurélien, oui, c'est ça, voilà. Je te passe directement la parole parce que moi je dois faire je dois tousser, voilà. Ok, alors donc, oui, c'est une petite news intéressante, très technologique. Donc c'est l'université du MIT, Harvard et Hong Kong qui ont mis au point des tubes en caoutchouc sur lesquels sont comment dirais-je, plaqués des nanotubes de carbone. Et en fait, en envoyant de l'électricité à ces nanotubes de carbone, ils arrivent à générer un mouvement et à faire des drones qui font, tenez-vous bien, 5 mm de long et 0,5 grammes. Donc, je sais pas si on a la vidéo.
Oui, la vidéo en même temps. Voilà. On va la voir. T'inquiète, on va y aller, c'est bon. Désolé, hein, je toussais. Non, mais c'est beau à voir, c'est beau à voir. Oui, donc, on va le voir, de tout. On va le voir. Je dois d'abord monter la pellicule sur le projecteur, mettre le truc, sortir l'écran, excuse-moi, mais ça prend du temps, ces choses. Donnez-nous des battes, hein, parce que là, on n'a plus de moyens. On n'a plus de moyens. Donc c'est tout petit, c'est pour faire de l'inspection. Alors c'est rigolo parce que ça vole, ça se retourne, ça prend les chocs, donc c'est plutôt bien. Mais alors le problème, c'est que ça ne peut pas aujourd'hui embarquer ni de batterie ni de carte électronique pour se positionner. Parce qu'en fait, la charge utile est trop faible. Donc en fait, c'est une histoire d'avancée technologique qui est un peu trop forte dans un domaine et puis un peu moins forte dans l'autre. Donc voilà, c'est du TRL hyper lointain, c'est de la recherche pure, c'est magnifique. Mais on peut imaginer aller faire des inspections dans des endroits hyper petits. On peut imaginer plein de trucs dans les 10 ans à venir. Oui, c'est ça. Et je sais pas si c'est contagieux, mais j'ai envie de tousser. Oui, c'est ça. Il y a un truc dans l'air. Mais comme quelqu'un le disait dans le chat, on a peut-être avalé une mouche de ce genre-là. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ceci étant dit, les gaz d'OVH peut-être. Oui, c'est peut-être ça aussi. Ceci étant dit, j'imagine que c'est, d'ailleurs la vidéo le montre, des années d'observation du battement d'aile d'une mouche, ou d'un frelon, ou d'une guêpe, ou que sais-je. Ici, pour ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je ne voudrais pas les frustrer. C'est comme s'ils avaient mis plusieurs mouches l'une à côté de l'autre, en fait, pour faire, et ils utilisent la puissance de battement d'aile pour essayer de se soulever déjà eux-mêmes, d'avoir un peu de portance, machin, etc. C'est le début de quelque chose, on verra bien, mais c'est quand même passionnant quand la technologie s'inspire de la nature. Moi, je trouve ça magique, parce que quelque part, c'est le mimétisme, c'est ça qui est super intéressant. Très scolairement, je vois notre ami Sébastien qui lève le doigt. Mon petit Sébastien, je te cède la parole. Vous êtes bien aimable, mon cher Marc. Non, une fois de plus, je constate que la série Black Mirror de Netflix était en avance sur son temps, parce qu'il y a un épisode dont je me souviens, où ils imaginent qu'il y ait des mini-drones de la taille d'une abeille, d'une mouche, qui peut servir à des tas de choses, notamment à nous surveiller ou aller attaquer des gens. Et voilà, il y a un épisode complet là-dessus, et voilà, on voit une fois de plus Black Mirror et cette projection dans le futur, mais le futur tellement proche et tellement réel qu'on y est presque, et il suffit d'attendre quelques mois ou quelques années, et voilà, la technologie... Il me semble... J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'il y avait une comédie française qui avait mis ça en scène aussi il y a bien plus longtemps, et bien plus grossièrement sans doute que la série dont tu parles, et donc c'est quelque chose, ça reste un fantasme dans les films d'espionnage, etc., de pouvoir, comme on dit, si j'étais une mouche, ou si j'étais une souris, je me demande ce qu'on entendrait, etc., donc c'est un petit peu l'objectif aussi, on l'imagine. C'est pas tout à fait innocent ce genre de recherche non plus, il faut être très très clair. Aurélien. L'article parlait aussi de pollinisation assistée. On peut imaginer que pour l'agriculture, ça peut avoir des intérêts. Ouais. Et puis évidemment, tout ce qui est tous les endroits hyper étroits, où l'homme ne peut pas aller. On peut imaginer vraiment plein de choses. Je vois pas quel genre d'endroit particulier. Enfin, j'ai bien une idée, mais ça me paraît, c'est pas là que j'enverrai une mouche, moi. Enfin, Sujet suivant. Sujet suivant, avant qu'on dérape. Trop tard. Bon, on était à la lettre K. Je pense que la lettre K, on l'a jamais faite dans l'abécédaire des technos. En cette saison, je pense qu'on n'a jamais touché au K, parce que voilà, le K, c'est quand même très rare. C'est mot compte triple en plus au Scrabble. Voilà, c'est quand même pas mal. Cassette, la fameuse cassette qui est inventée par Philips, vous le savez, qui a influencé, révolutionné aussi le monde de la musique, Sébastien.
Alors pour expliquer pourquoi c'est K et pas C, c'est parce que si je la mettais à C, j'avais 3 sujets en suivant pour parler de Brave, de cassette et de dépendance. Et donc en la mettant à K, ça permettait de mieux balancer le temps de parole d'Aurélien et le mien. Cassette, c'est aussi comme ça qu'on écrivait avant l'ère des SMS, cassette avec un K et un 7. Cocorico, soyons un peu fiers d'être européens. C'est une société hollandaise, Philips, qui a inventé la cassette dans les années 60. Alors les enregistrements sur bande magnétique, c'est plus vieux que ça, mais c'était lourd et encombrant. C'était des grandes bobines qu'il fallait mettre sur des enregistreurs de studio en général, réservés pour les musiciens. Et donc ce que Philips a inventé, c'est un format miniature de ces bandes qui tient dans une petite pochette plastique, en plastique rigide, qu'on pouvait mettre dans sa poche. Et donc cette lettre K, c'est l'occasion de faire ma minute rétro, comme j'aime bien faire dans les technos, cette fois-ci. Pas sur du logiciel ou du système d'exploitation, mais sur un support magnétique qui servait d'abord à enregistrer le son, qui était effaçable. C'était une révolution à l'époque, puisqu'à l'époque on avait des disques vinyles, hein. C'était le seul moyen d'acheter de la musique à l'époque. Les jeunes ont pu acheter des cassettes moins chères que des disques vinyles. Et puis grâce à une autre invention, mais qui elle nous venait d'un autre pays, de Sony, du Japon, on a pu se balader avec cette cassette et mettre le fameux Sony Walkman, mettre cette cassette dans un tout petit appareil, enfin un appareil en tout cas, qu'on accrochait à sa ceinture et qui nous permettait d'avoir de la musique en rue quand on se déplace, et plus de la musique dans sa voiture avec sa radiocassette. Si vous avez 40 ans, vous avez une voiture probablement avec un lecteur de cassette où la bande magnétique allait s'enrouler dans les têtes, vous ressortiez la cassette et puis toute la bande arrivait derrière. Il fallait utiliser un crayon pour rembobiner tout ça. Et il se trouve que c'est la même société, Philips, en Hollande, toujours avec le même complice, Sony, qui a aussi créé le compact disque, le CD, qui a révolutionné une deuxième fois l'écoute de la musique, puisque là où on achetait des cassettes, on est passé à la musique numérique pour la première fois, pour le grand public en tout cas, sur un format de petites galettes de plastique et d'un rayon laser qui allait lire les trous et les bosses sur cette galette de plastique pour décoder des 0 et des 1 et vous restituer de la musique avec, paraît-il, un son mieux que le vinyle. On en revient maintenant, le vinyle est toujours à la mode, le CD a disparu quasiment, mais voilà, c'est 2 fois une société européenne, 2 fois la même société, Philips. Et pourquoi est-ce qu'on en parle cette semaine? Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il parle ça, pourquoi le vieux con. C'est une news que Marc nous a trouvé, merci, qui nous rappelle que l'inventeur de la cassette, qui s'appelle Lou Ottens, est décédé cette année, ce mercredi 10 mars cette semaine, à l'âge de 93 ans, 93 ans. C'est le même monsieur qui a travaillé avec une équipe évidemment sur le format de la cassette et sur les premiers formats de CD. Il y avait pas mal de compétitions au début des années 80 autour du CD. C'est le même monsieur qui, toujours très modestement dans toutes les interviews, a toujours dit, ouais, vous savez, c'était un travail d'équipe, ce n'était pas que moi, mais quand même chapeau à ce monsieur qui a changé la manière dont des générations, depuis presque mes parents jusque pas mes enfants, ils ont loupé le CD, mes enfants, ils sont passés directement au streaming. Mais jusqu'à à la génération probablement née dans les années 90-90, ont pu écouter de la musique grâce à ces 2 inventions. C'est vrai que ça a révolutionné le monde de la musique aussi, parce que moi je me rappelle très très bien de la cassette audio au début. Elles étaient préenregistrées, les cassettes. On recevait les cassettes, on achetait les cassettes avec de la musique dessus. Et puis je pense que c'est BASF, le fabricant BASF, qui est spécialisé dans la chimie normalement, mais qui a fabriqué des bandes magnétiques et des cassettes audio, a proposé des cassettes qu'on pouvait enregistrer sur l'une des 2 faces uniquement. Et donc on écoutait la face A, et puis sur la face B on pouvait enregistrer des choses. Normalement, c'était fait pour enregistrer de la voix. Donc des messages, des choses comme ça. Évidemment, on a très vite enregistré de la musique dessus. Et quand on a compris qu'il suffisait de boucher un petit trou en haut, vous savez, il y a 2 petites encoches en haut de la cassette avec du scotch ou avec une boulette de papier à l'intérieur, qu'on a compris que dès le moment où on bouchait ce petit trou-là, on pouvait enregistrer dessus, et bon, on s'est pas gêné pour réenregistrer sur d'anciennes cassettes, etc., etc. Alors, il y a quand même un petit truc, un petit souci dans cette histoire, parce qu'on l'attribue effectivement à peu près partout, sur tous les sites, Wikipédia entre autres, hein. On attribue l'invention à Lou Ottens. Moi, j'ai trouvé une autre source. Vous allez rire. J'ai trouvé une source officielle belge, sur un site qui s'appelle Focus on Belgium, qui met en avant les inventeurs belges. Eh bien, j'ai trouvé une source qui prétend que l'inventeur de la cassette serait belge.
Voilà, et qui s'appellerait qui s'appellerait Gilbert Mesdag. Gilbert Mesdag et son équipe qui aurait donc pour Philips, effectivement, ça c'est difficile de passer à côté, inventé la cassette. Tout le monde s'accorde à dire en tout cas que quelle que soit l'équipe, ça s'est passé en Belgique parce que c'était chez Philips à Hasselt. À Hasselt, effectivement, en Belgique, dont Lou Otten était le manager apparemment. Donc voilà. Et c'est pour ça que Lou a toujours dit probablement dans ses interviews que c'était un travail d'équipe. Oui. Comme souvent dans ces grandes multinationales, c'était plusieurs personnes de plusieurs nationalités. Ceci dit, l'un comme l'autre ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux morts. Voilà. c'est pas eux qui vont nous contredire de coup pour l'histoire. On retiendra que c'était inventé en Belgique. Cocorico belge. Cocorico belge. Et si je ne m'abuse, il y a eu des cassettes dans des PC, des MO. Alors oui, la cassette a été mise à toutes les sauces, monsieur. Toutes les sauces, la cassette. Parce qu'on a enregistré du data aussi sur ce type de cassette-là. Voilà. Exactement. Ouais. Dans les années 80, j'avais un Commodore 64, donc un ordinateur personnel, un PC au sens propre du mot PC, qui était un clavier avec l'électronique dedans, qu'on connectait à une télé. Et un des moyens d'enregistrer quelque chose là-dessus, c'était d'utiliser des cassettes audio avec la vitesse que tu peux imaginer à l'époque pour enregistrer le signal. Et donc on pouvait pirater des jeux, notamment en faisant des copies de cassettes audio. Et on se refilait des copies de cassettes audio avant les disquettes dans les cours de récréation. Il y a eu un genre de cassette sous le même format, un petit peu original, qu'on appelait des cassettes endless, qui étaient sans fin. En fait, il y avait un petit mécanisme à l'intérieur qui bouclait la bande, qui donc croisait en quelque sorte la bande et qui était utilisée pour les messages dans les endroits publics et des choses du genre. Et puis un troisième usage qui a été fait de la cassette de ce format-là également, c'est le répondeur téléphonique tout simplement, qui aussi bien pour le message que pour l'enregistrement de l'intervention de la personne qui vous appelait, utilisait également la cassette audio, qui est rentrée très vite et qui est en tout cas en Europe. Parce qu'il y a quand même des différences entre les continents. En Europe, c'est vite rentré dans les mœurs de tout le monde, machin, etc. Aux États-Unis, au même moment, il y avait les cartridges, qui étaient des cassettes bien plus grosses, qui étaient des cartouches 8 pistes, qui étaient réversibles, elles aussi, mais sans nécessairement les retourner. On poussait sur un bouton et on pouvait écouter d'autres pistes pour avoir... C'était un autre type de format et qui était d'ailleurs un petit peu plus proche de ce qu'on appelait les cartridges. Dans les studios de radio, on utilisait ça, dans certains studios en tout cas, pour lire les jingles et les publicités, etc. Voilà. Pour la petite histoire, c'était la séquence Vieux con du jour. Et j'ai encore deux petites informations, parce qu'en préparant le sujet, j'ai pu creuser un peu, notamment sur l'histoire des CD. Pour moi, le CD, c'était début des années 80. Ouais. Mais il se trouve que non, Philips a pressé ses premiers CD en 79, en 79. Et c'est le succès commercial seulement et la standardisation officielle qui est venue début des années 80. Savez-vous quel était le premier titre jamais pressé sur un CD au format où on le connaît aujourd'hui, le disque de 12 cm? Oui, vas-y, j'ai peur de dire. C'était Richard Strauss avec la symphonie alpine jouée par le Royal Philharmonic Orchestra de Berlin. Premier succès à dépasser, premier artiste à vendre plus d'1 million de CD, juste 1 million, on parle pas encore, juste 1 million. Je suis content parce que c'est effectivement le premier CD que moi j'avais acheté. Dire Straits, évidemment. Brothers in Arms. Premier album enregistré entièrement en digital, donc c'était pas uniquement la presse à la fin, mais également le studio qui était numérique et le mixage qui était numérique. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça, hein? Jingle, monsieur. Oui, c'est ça, parce que franchement, là, on a fait très très fort. Mais enfin, en même temps, ça semble plaire. J'en vois quelques-uns qui se disent « Ah oui, ça me rappelle les souvenirs, moi j'avais ça, moi j'utilisais ceci, moi j'utilisais cela. » C'est vrai, hein, ça rappelle plein de souvenirs. Et en même temps, c'est pas si loin que ça. Et quand on voit l'évolution, c'est ça qui est intéressant de voir, en fait. C'est la manière dont les choses ont évolué et la vitesse à laquelle ça a évolué. C'est quand même très très surprenant et très... Enfin voilà, là je ne vais pas vraiment faire le vieux con pour le coup, mais des cassettes, moi qui ai un peu plus de 50 ans, j'en ai encore plein à la cave. Un lecteur de cassettes, j'en ai encore un. Enfin voilà, je pense que les parents de certains de nos auditeurs ou certains de nos auditeurs eux-mêmes en utilisent peut-être encore, hein, voilà, pour la blague, ou s'amusent à numériser des anciens enregistrements, peut-être les enfants quand ils étaient petits, machin, etc. Les numériser pour les avoir en MP3 sur leur baladeur, pourquoi pas, effectivement. Donc voilà, plein de souvenirs et que de chipotage, mes amis, mais que de chipotage.
Et je vois sur le chat, je supposais ça, hein. Donc je vois du moi aussi. Ah oui, moi aussi. Bah oui, moi aussi. Voilà. L comme laptop, connaissez-vous le nouveau framework? On va en parler avec Aurélien de ce principe qu'on a déjà vu quelque part. J'ai envie de dire. Oui, c'est pas tout neuf, mais il y a encore des boîtes qui se lancent là-dedans et c'est intéressant quand même. Oui. Donc c'est une société qui s'appelle Framework, adresse internet frame.work. J'avais jamais vu cette oui, ça existe. Comment on appelle ça Extension, merci. Domaine, top level domaine. Oui, voilà. Ou extension. Ouais, donc frame.work. Donc c'est une entreprise canadienne qui se propose version coiffure. C'est extension. la version esthéticienne. Pardon. Et vous êtes en forme, hein. Oui, c'est plus donc c'est une entreprise canadienne qui propose de faire des laptops beaucoup plus respectueux de l'environnement, qui sont faits à partir de matériaux purement recyclés, de plastique qu'on réutilise pas qu'on peut réutiliser. Donc ils proposent un portable de 13,5 pouces, 1,3 kg, qui est complètement modulable et que vous pouvez faire vous-même. Donc vous pourrez l'acheter soit tout monté, soit vraiment version DIY, c'est-à-dire vous faites vous le construisez vous-même. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est complètement modulable. C'est-à-dire que sur les côtés, là où vous avez sur un portable classique des ports USB, un port HDMI, un port USB-C, et ben là, vous allez avoir des petits adaptateurs et vous allez mettre vos ports où vous voulez. Et donc, en fait, c'est des adaptateurs qui se mettent dans l'encombrement du laptop. C'est pas des adaptateurs qui viennent se rajouter à ça. Donc c'est de l'aluminium, le châssis est en aluminium complètement recyclé, il n'y a pas de plastique, il est vendu sans OS, vous pouvez mettre Linux, voilà, c'est vraiment un truc nu. Et ils se vendent vraiment de vouloir faire quelque chose que vous pouvez réparer vous-même. Vous cassez l'écran, vous pouvez le changer, les pièces sont récupérables. Et du coup, comme c'est un produit OEM, vous l'avez sans OS, sans logiciel, sans plugin que vous ne voudriez pas, qui sont installés par défaut sur tout ce que vous achetez. Et donc voilà. Donc bonne initiative. On n'a pas le prix. On a la disponibilité, c'est courant à l'été pour les US et le reste du monde, c'est deuxième semestre 2021. Mais bon, c'est toujours on a vu ça sur les téléphones, on a vu ça sur pas mal de choses. Mais c'est toujours une bonne initiative, je trouve, et qu'il y ait des gens qui se lancent là-dedans. Ça semble une bonne initiative. Alors moi je peux que saluer le truc. C'est le même principe que le Fairphone, hein, le téléphone modulaire, un petit peu cher pour ce qu'il propose, parce que toujours un peu décalé par rapport aux cadors de la catégorie qui vous font des appareils que vous ne pouvez pas démonter pour le coup, mais qui permettent quand même de réparer facilement ou de choisir des options qui vont bien. Hein, voilà, c'est un peu le même principe ici sur un laptop. Alors je serais tenté de dire sur un ordinateur, sur une tour classique habituelle, c'est déjà quelque part un petit peu le cas. Vous pouvez fabriquer votre ordinateur vous-même en allant chercher les pièces de bric et de broc. Bon, il est toujours possible de faire des erreurs parce que c'est pas le bon connecteur, c'est pas la bonne carte, c'est pas le bon chipset, machin, etc. Ici, tout ça est bétonné et en plus, c'est pour un portable, qui est quand même, voilà, l'outil aujourd'hui, l'ordinateur le plus consommé, je pense, à l'heure actuelle. Donc, moi, je trouve ça plutôt intelligent. Si ça permet de faire des économies aux gens et à la planète en même temps, c'est encore mieux. Je voyais qu'on pouvait même choisir le type de port qu'on voulait. Port USB, c'est des petits boîtiers à remplacer en fonction de l'usage qu'on a de son ordinateur. On peut remplacer la petite pièce par un lecteur de carte SD, par exemple, plutôt que d'avoir deux ports USB. Vous avez un port USB et un port SD. Enfin voilà, c'est plein de petites bonnes idées de ce genre-là. Ce serait intéressant d'avoir le prix. Et tu le mets du bon côté aussi. Et tu le mets du bon côté aussi. Oui, c'est vrai. Ça, je trouvais ça malin. Ouais. Je trouvais ça malin. Parce que du coup, moi, par exemple, j'ai un laptop là, le port HDMI, si j'avais pu le choisir, j'aurais mis de l'autre côté.
Ben oui, c'est ça, parce que des fois c'est plus gênant qu'autre chose, et on a tous nos petites habitudes, et c'est vrai que de temps en temps, tel qu'on le place, machin, etc., on n'a plus accès au lecteur de carte SD, on voudrait bien l'avoir de l'autre côté, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Donc voilà, moi je trouve que ça s'appelle Framework, frame.work, pour aller jeter un petit coup d'œil sur le produit en question. On attend le prix maintenant, évidemment, hein, on va voir ce que ça va coûter ce machin-là, parce qu'à mon avis ça va être un petit peu, ça va piquer un peu, je pense. Mais quoi qu'il, s'il y a moyen de le garder plus longtemps qu'un autre, pourquoi pas? Il y a Arkesis sur le chat de Twitch qui dit ça devrait devenir un standard. Ça serait bien si on pouvait acheter des composants de différents fabricants et les assembler dans un laptop comme ça. Tiens, je vais prendre le port USB là, je vais prendre... Oui, mais ce serait intéressant, sans en faire une règle en soi, mais que Framework, avec des gens qui ont un peu la même éthique qu'eux, s'associent avec des fabricants qui disent, tiens, oui, moi je peux fabriquer un truc, une carte graphique par exemple, qui irait peut-être mieux pour faire certaines choses, ou voilà, des accessoires ont un écran différent. Voilà, ça ne demande qu'à chanter ces choses-là, j'ai envie de dire. Hein. Il y a que moi qui trouve que ça ressemble très fort à un Mac, en tout cas le clavier. Je pense que... La couleur, le clavier, ouais. Oui, c'est vrai. Le clavier est très, oui, c'est vrai. Ça ressemble. Oui. En même temps, c'est les meilleurs. Autant copier les meilleurs. Mais non, je suis désolé de le dire, mais voilà, il vaut mieux copier ça qu'un clavier de certains... Quand on voit certains ordinateurs portables, qui par ailleurs fonctionnent très très bien, hein, mais quand on voit la nature du clavier, on a peur, on s'encourt, on se dit c'est juste pas possible d'avoir fait, qui a pensé à un truc pareil. Ici, au moins, c'est classe, quoi. C'est propre, c'est net. Moi, je trouve ça plutôt joli. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais je suis sûr qu'il pense non, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Il faudra voir le prix. Je suis assez... Oui, c'est ça. Ça va être le facteur déterminant, à mon avis. Ça va être le prix, parce que effectivement, pour plein de gens, je pense que ça va être une belle solution et qui répondra bien à leur philosophie, leur façon de voir les choses. Voilà. Comme quoi, on peut faire de la technologie tout en étant réfléchi et en ne faisant pas que des trucs qui vont terminer leur vie dans notre estomac. Enfin, d'abord dans l'estomac d'un poisson, puis dans le nôtre. Voilà, autant faire attention à ce genre de choses aussi. N'hésitez pas à commenter cette news. Pas là maintenant en direct, enfin si aussi, mais peut-être en regardant la vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Vos commentaires sont les bienvenus. On peut en discuter de ces choses-là. La lettre M, comme Microsoft, il s'est passé des trucs qui font un petit peu froid dans le dos, il faut bien le reconnaître. C'est ce fameux hack de Exchange, serveur mail s'il en est, Sébastien, et manifestement, ça touche beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et ça vient d'où, ça ? D'après Bloomberg, 80 000 entreprises auraient été impactées par ce hack. Et combien d'États ? Parce que je lisais un article, entre parenthèses, sur l'État belge qui serait très très impacté aussi, ou potentiellement très impacté. Et quand on dit impacté, ça veut dire où les failles ont été exploitées. Et donc, oui. On ne parle pas des sites simplement potentiellement ouverts. Alors, de quoi on parle ? On parle de Microsoft Exchange, qui, si vous ne le savez pas, c'est un serveur de mail de Microsoft. Microsoft a, grosso modo, je sais qu'il y a Denis dans le chat, donc je vais me faire engueuler si je dis des choses incorrectes. Mais grosso modo, il y a une offre mail en service, managée, Office 365, enfin autour d'Office 365, qui fait bien plus que le mail, et puis l'offre traditionnelle à la papa, où vous téléchargez, à l'époque vous receviez des CD, justement, on en parlait récemment, et vous installiez un serveur Exchange où vos utilisateurs se connectent. Et Microsoft Exchange a une extension web, comme beaucoup de serveurs de mail, qui permet aux travailleurs distants, par exemple, de se connecter à travers une interface web, si on n'est pas à la maison, ou si on est sur un PC dans un endroit public, par exemple, comme on pouvait le faire avant. Ça s'appelle Outlook Web Access, OWA, et il y a une série de failles 0D. Donc une faille 0D, ce sont des failles pour lesquelles il n'existe pas de patch. Je ne dois pas le passer parce que maintenant, évidemment, ça a été patché, mais une série de 4 failles qui permet globalement de bypasser l'identification, d'uploader un fichier, et d'exécuter ce fichier qu'on a uploadé avec des droits élevés, avec le droit système qui est quasiment celui qui peut tout faire sur une machine Windows. Et donc la faille consistait à exploiter cette série de chaînes pour
envoyer sur des serveurs vulnérables un web shell. J'ai déjà parlé des web shells dans un autre épisode. Donc, un web shell, c'est une application web qui donne à l'attaquant, celui qui l'a installé, la possibilité de taper des commandes sur la machine, de récupérer ces commandes, d'uploader d'autres fichiers, d'explorer le réseau, de collecter des données réseau, etc. Et donc, en exploitant ces 4 failles dont j'ai parlé, l'attaquant envoie un web shell, et à partir du moment où il y a un web shell sur la machine, il est le roi de la maison, il fait ce qu'il voulait. Alors, qui a utilisé ça? D'après Microsoft, c'est un groupe lié au gouvernement chinois qui s'appelle Hafnium. Ça me rappelle un nom de dragon dans un Johan et Pierre-Louis. Hafnium. Je sais, ça n'a rien à voir. Comment ils en sont arrivés là, je n'ai aucune idée, j'ai pas compris pourquoi ils font l'attribution aussi rapidement à ce groupe-là. Mais enfin, je suppose que si c'est Microsoft qui le dit, ils doivent avoir de bonnes raisons pour le faire. Donc évidemment, ils ont patché cela. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? Si vous avez un Microsoft Exchange avec Outlook Web Access, d'urgence, vous devez patcher et appliquer la dernière version des patchs fournis par Microsoft pour bloquer ces 4 failles-là. Si vous les bloquez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été infecté avant. Donc sur le site web de Microsoft, il y a aussi la procédure, vous pouvez télécharger un script d'ailleurs, qui va vérifier si quelque chose a été installé, s'il y a un web shell installé sur vos serveurs. En clair, si vous avez déjà été harcelé, attaqué sur vos serveurs. Ensuite, donc ça, c'est ce que vous devez faire si vous tournez Exchange. Si vous utilisez Office 365, évidemment, vous n'avez rien à faire. Les serveurs de mail ne sont pas chez vous, ils sont chez Microsoft et vous n'êtes pas sujet à cette attaque. Qu'est-ce que les hackers ont fait avec ça? Là, on ne sait pas du tout. Autant pour SolarWinds, dont on a parlé il y a quelques semaines, les hackers allaient très sélectivement sur certaines cibles chercher de l'information, essentiellement des agences gouvernementales américaines et des très grandes entreprises. Ici, j'ai l'impression plus d'une pêche au filet. On met les filets et on va voir ce qui va arriver dedans, parce que c'est 80 000 sociétés, c'est des PME, c'est des grandes entreprises, c'est des organismes publics, c'est l'État belge, tu l'as dit, c'est la Banque européenne, l'autorité bancaire, l'autorité de surveillance des marchés européens, à peu près tout le monde qui utilisait Outlook Web Access. Donc, quelle est la conséquence de cela? On n'en sait rien. Quel type d'information ils cherchaient? Probablement rien de spécifique, plutôt une pêche assez large, un ratissage assez large, voir ce qu'il y a moyen d'attraper et remonter des informations de cette façon-là. Ils sont allés à la pêche au gros. C'est l'impression que ça me donne en lisant la presse. Quand on regarde un petit peu, alors, peut-être qu'ils essayent maintenant de monnayer les informations qu'ils ont pu trouver ou peut-être de monnayer l'accès à certains trojans qui sont encore bien installés au chaud et qui sont au sommeil, à gauche, à droite, parce qu'on a beau patcher maintenant. Le mal est fait, si je dis pas de bêtises. Oui, si ça a déjà été installé, peut-être que les données qui les intéressaient ont déjà été remontées. Et puis, si vous patchez maintenant, ça ne veut pas dire non plus que, je répète, que vous n'avez pas été impacté. Peut-être que le système est en place chez vous. Et donc, tournez aussi les scripts de détection de Microsoft pour voir si quelque chose d'inhabituel se trouve sur votre réseau. Voilà. Comme quoi, on est peu de choses. Chaque fois je le dis ça. Mais voilà, rien n'est inviolable et on sait tous que c'est une question de temps. C'est pas de savoir si c'est possible, c'est quand ce sera possible. En fait, c'est ça. Et vu la taille et le nombre de sites web impactés, il y a certaines agences gouvernementales américaines qui appellent ça le plus gros hack du siècle. Ça fait déjà la deuxième fois qu'on nous sort le plus gros hack du siècle. Le premier, c'était SolarWinds. Le deuxième, c'est Microsoft Exchange. C'est un drôle de siècle. En temps. C'est même une année. Ce sont les 4 ou 5 derniers mois. Là. C'est ça. Il se passe plein de trucs. Oui, on est en 4 mois. Voilà. Mais enfin, si c'est un condensé de tout ce qu'on aurait pu avoir en petits bouts tout au long du... Voilà. Après, on est tranquille, tu vois. Et qu'on est tranquille pour les 80 prochaines années, c'est bon. C'est ça. Ce qui est bizarre, c'est que depuis que tu parles de Microsoft, tu commences à être... on commence à être piraté, nous aussi, parce que tu es saccadé. On nous vole des images à la volée. Et donc, de temps en temps, tu es un petit peu saccadé. Mais on comprend ce que tu as dit. Donc, ça, c'est une bonne chose.
La lettre N comme numérique. Alors là, on va parler un peu étymologie, vocabulaire. Le bien parler, la belle langue française. Aurélien, digital ou numérique? Numérique maintenant, hein, c'est ça. Oui, ça m'a bien fait rire. Je me suis dit ça, faut que j'en parle. Bah oui. Non, là on va être sérieux là. Faut parler à la France, faut causer le français. Donc il y a eu au journal officiel cette semaine un décret de l'Académie française et plus précisément de la Commission d'enrichissement de la langue française qui dit digital, c'est fini. Digital, c'est les doigts. Numérique, c'est autre chose. Ouais. Numérique désigne, l'ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement des données numériques. T'as compris? Alors, ce qui est marrant, c'est que en 2000, il y avait eu un décret pour l'adjectif numérique, document numérique, mais un document numérique, donc l'adjectif numérique. Maintenant, en 2021, on dit maintenant, il y a le nom numérique devient un nom. Donc, le numérique. Donc, digital, ça se rapporte bien au doigt. Non, mais... Attendez. Et donc, on parlera plus. Oui, je suis perdu dans mes notes. J'en ai écrit tellement. Donc, il faut plus dire révolution digitale. Faut plus dire j'ai une nouvelle stratégie digitale. Vous allez voir, ça va cartonner. Et on va dire non, mais il y a plus de digitalisation de la société. Non, maintenant, la société se numérise. Mais... Bon, c'est ça. Quand je vois Sébastien qui parle d'overview, de termes relevant et tout ça, je me dis bon. Ah oui, mais ça c'est clair. Oui, non, mais ça du coup, si on commence à s'attaquer à l'informatique et alors le marketing, n'en parlons pas. Là, on n'a pas fini effectivement, mais c'est quelque chose moi-même que de temps en temps je relevais dans les conversations que j'ai avec mes collègues ou quand on parlait de digital. Est-ce qu'on pourrait pas dire de temps en temps numérique juste pour qu'on sache bien de quoi on parle? Parce que bon, à un moment donné, c'est plus une convention de vocabulaire à un moment donné qu'un vrai mot, quoi. Ça ne ressemble plus à rien. Donc voilà, il fallait transiger. Il n'y a plus de sens. Oui, c'est ça. Ça perd de son sens. Et donc la langue française est quand même suffisamment riche que pour pouvoir donner justement du sens et un peu de nuance dans le vocabulaire. Donc autant s'en servir par rapport à l'anglais qui est peu nuancé quelque part aussi. Donc voilà, ça je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant. Là aussi, le mal est fait, dans le sens où les grands dictionnaires type Larousse, Robert et autres se sont déjà saisis du digital et les académiciens, ils sont là, à la traîne. Voilà, ils sont un petit peu, à la traîne. Exactement. Donc ça restera une bonne petite blagounette. Ceci étant dit, je salue au passage nos amis québécois qui nous écoutent. Chez eux, ça fait pas un pli. Numérique passera beaucoup mieux que digital, sans doute, à certains égards. Peut-être pas pour tout, hein, mais voilà. Donc il y a une langue, il faut la défendre et il faut s'en servir correctement. Voilà. Alors ça, sorti de son contexte, je suis désolé, mais voilà. Vas-y. Il y a la langue officielle de l'académie et puis il y a les usages de la rue. Et c'est vrai que les dictionnaires que tu as cités consacrent souvent l'usage avant la règle, mais parfois la règle permet d'imposer un usage également. Et je prends note qu'il est de bonne loi de dire numérique. Voilà. Donc voilà. Ceci dit, oui. Digital, c'est une plante très présente dans le sud de la Belgique également, aussi. Une très haute plante avec des jolies coupoles de couleur pourpre ou violette qui sert à faire un produit qui s'appelle la digitaline. Voilà. Et on s'en sert dans quel cas se sert-on de la digitaline Empoisonnement en tout genre, c'est extrêmement toxique. Voilà. Donc chouette. Bah si. Après un truc. Voilà, oui, ça donc, enfin ouais, bref. Donc on dira, on essaiera. Il faut être de bonne loi. On essaiera de dire digital au lieu de on dit numérique à la place de digital. Donc, on est à la lettre P.
On va parler un peu politique. Allez, on va se fâcher un peu. Non, on va parler politique. Pourquoi allons-nous parler politique? Parce que la politique s'immisce, en tout cas les politiques, les hommes et les femmes politiques, s'immiscent un petit peu sur des plateformes en dehors des médias traditionnels. Ils commencent tout doucement à s'intéresser, déjà aux réseaux sociaux, ça fait un petit temps, mais ils ont mis du temps à s'y mettre, et aux plateformes vidéo, par exemple, aussi maintenant, les TikTok, les YouTube, aussi depuis un moment, mais aussi Twitch, par exemple, Aurélien. Oui, c'est un peu... ça a fait un gros buzz en France. Alors, je ne sais pas si c'est remonté jusqu'aux oreilles belges, mais ça fait un bon buzz en France. Alors, je vais reprendre les choses depuis le début. Alors, il y a des hommes politiques, comme tu le dis, qui ont déjà leur chaîne Twitch en France. Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Voilà. Il y a même, j'ai lu, il allait faire son propre réseau social, en parlant de lui, je crois, pour la présidentielle de 2022. Et là, il y a l'histoire de Samuel Etienne, qui est un journaliste de France Info et aussi un animateur d'un jeu connu qui est Question pour un champion, qui s'est lancé sur Twitch suite à la rencontre avec des streamers. Et depuis, je crois, quelques mois, il fait tous les matins une revue de presse sur Twitch, que j'ai eu l'occasion de voir de temps en temps et qui est, somme toute, très bien faite. Il lit tous les journaux et il l'épingle tel ou tel article pour la profondeur de l'analyse, pour l'édito, pour pour des arguments et des échanges d'arguments. Et il lui a appris il a eu plusieurs contacts avec des hommes politiques et il lui a appris d'inviter François Hollande, donc c'était lundi soir, je crois, pour un live sur Twitch. Alors François Hollande, ancien président de la France, n'est plus, on va dire, réellement en activité et on peut le considérer comme un homme politique, mais il défend plus un parti en vue d'une élection. Et donc son parti n'existe plus. Son parti n'existe plus. Oui, je marche sur les œufs en parlant politique. Mais ici, oui. Je ne vais pas parler trop politique. Mais je voulais parler dessus. Et donc, ils font ce live lundi soir, 3 heures, et numéro 1... 3 heures, hein. 3 heures, oui. 3 heures de discussion, d'échange avec les gens qui regardent donc via le chat, etc. Oui. Questions-réponses. 3 heures quand même, c'est un exercice. Je pense qu'aucun homme politique, puisque ça reste quand même un homme d'État, un homme politique, machin, etc., ne s'est prêté à ce jeu-là, en tout cas sur une telle durée et avec autant d'ouverture. Il faut le reconnaître aussi. En tout cas en France, hein, je peux pas parler pour les autres pays. Mais... Et donc, alors oui, sur les autres pays, j'y viendrai juste après. Donc, ce stream-là, numéro 1, Twitch Monde, 100 000 vues, et je sais pas combien de centaines de milliers, voire ils doivent peut-être frôler le million de reviews de ce truc-là. Mmh. Et donc c'est vraiment, ça a vraiment rencontré un auditoire fort, à tel point que Samuel Etienne remet le couvert dimanche à 18h avec Jean Castex. Et alors là... Ah, Castex, c'est différent. Donc Jean Castex qui est le Premier ministre actuel, et là forcément la communauté des streamers est pas forcément très enclin que ça devienne un endroit pour que les hommes politiques en fonction viennent parler. Alors Samuel Etienne il en prend plein le nez, hein, parce que forcément est-ce qu'il doit le faire, pas le faire. En plus, il fait ça chez lui avec des petits moyens. Enfin, ça fait vraiment. Ça fait soirée de potes à la maison. Donc voilà, c'est assez. Non, mais c'est une situation qui est assez étrange. Mais en tous les cas, alors plusieurs choses. La politique s'invite sur des plateformes de streaming qui étaient dédiées aux jeux, et de toute façon, elle arrivera sur ces plateformes-là, c'est sûr. Mmh. Ça pose de gros problèmes parce que 2022 approche et les temps de parole, par exemple, le CSA cadre les temps de parole de chaque candidat pour que ça soit équitable. Twitch ne rentre pas dans ce truc-là, donc n'importe quel candidat peut faire 10 heures sur Twitch ou 20 heures sur Twitch et ça ne sera pas comptabilisé. Autre point, Samuel Etienne a dit clairement, moi, j'inviterai pas il est journaliste. Il a dit, en tant que journaliste, je me dois d'inviter tout le monde, mais j'inviterai pas sur mon stream des partis extrêmes. Mmh. Alors, il est revenu sur ses décisions en disant
Bon, bah, je veux bien inviter, mais ça sera pas chez moi, parce que je veux pas que les partis extrêmes rentrent chez moi. Ouais. Donc, voilà, il y a un mélange des genres entre journaliste, stream, sa propre chaîne, la politique sur une plateforme qui c'est très complexe, très tortueux, ça déchaîne les foules. Forcément, bah, vous imaginez que les réseaux sociaux, Twitter et compagnie, ça dézingue dans tous les sens. Je suis pas ça de très près. Par contre, moi, je trouve que quand même l'exercice d'un homme politique, comme tu le disais, Marc, qui se livre à des réponses. Alors, attention, je mets ça entre guillemets d'un chat, parce que le chat, c'est très cadré. Je sais pas la stratégie, c'est qu'il faut suivre la chaîne depuis X mois pour pouvoir poser une question. Mais vous imaginez bien qu'à 100 000 personnes en même temps sur un chat, ça doit être extrêmement dur à gérer, savoir quelles questions sélectionner. Mais c'était vraiment, si vous avez l'occasion d'aller revoir ce stream, c'était vraiment Monsieur Hollande, là il y a une question de Monsieur Marc, est-ce que vous voulez répondre à cette question-là, enfin, c'était vraiment en mode interactif. Il y avait oui, à la bonne franquette en plus. À la bonne franquette. Si c'était pas la bonne franquette, si c'était très organisé avec une armée de techniciens derrière, c'était bien caché, quoi. Je veux dire, voilà. Les techniciens, c'était les modérateurs. Hein. En Belgique, on en a un petit peu parlé, mais c'est parce que ça dépend un petit peu des sphères dans lesquelles on évolue. Comme je connais quand même pas mal de journalistes ou de gens qui sont dans ces sphères-là. Je connais par exemple un garçon qui s'appelle Mateusz Kukulka, qui a sa chaîne Twitch également et qui tous les jours fait des fois même plusieurs lives par jour quand il a des opportunités d'avoir des invités. Lui-même a reçu des invités politiques, des présidents de partis, etc. Et il a parlé également de Samuel Etienne. Et récemment, il a invité un autre journaliste français qui lui aussi ouvre sa chaîne. Enfin, tout ça est en train de se mettre en place un petit peu à la faveur du confinement, il faut bien le reconnaître, hein, c'est qu'à un moment donné, quand tu tournes en rond chez toi, tu cherches à te réinventer, c'est le mot à la mode, à un moment donné, tu vas parler, tu te dis, ben, finalement, j'ai pas besoin de la chaîne de télé, machin, qui m'a viré il y a X temps, je peux le faire moi-même, allons-y. Et ça peut fonctionner, voilà, ce qui est le cas. Et du coup, les chaînes de télévision ou certaines radios, etc., s'y mettent aussi. Je pense que ça s'est pas super bien passé, par exemple, pour BFM, si je ne dis pas de bêtises, qui a lancé un live, ils se sont fait incendier, ils ont dû arrêter, je pense, parce que c'était juste pas possible, ils se faisaient bomber de tous les côtés, c'était infernal. Donc, ce mélange des genres, comme tu l'expliquais, il doit encore un petit peu s'imposer, il faut vraiment jouer ça intelligemment, et pas y aller comme des grelours en arrivant en terrain conquis, parce que c'est pas un terrain conquis du tout. Par exemple, nous streamons vraiment en toute humilité, hein, avec quelques personnes nous suivent sur Twitch, mais on sait que c'est une plateforme de gaming à l'origine, ou de gameplay, et on vient un petit peu sur nos petits chaussons, et assez discrètement, parce qu'on voilà, on va pas expliquer aux gens comment se servir de Twitch, voilà, mais on sait que c'est une bonne plateforme de streaming. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'y retrouve. Sébastien a certainement une opinion là-dessus. Ouais, pendant que Royan parlait, j'ai été voir sur la page de Samuel Etienne, donc il est entre 50 et 80 views par jour pour sa revue de presse quotidienne, ce qui est énorme pour quelqu'un qui fait ça avec ses propres moyens et sans beaucoup de promos. Il est monté à 770. Oui, entre 50 et 80 000 personnes. Hein. Ouais. Ce qui est énorme. Il est monté à 700 000 pour la version avec Hollande, 700 000 personnes. Il y a des journalistes qui aimeraient bien avoir 700 000 personnes qui les suivent. Moi, j'ai vu quelques images dans une émission télé, pour le coup traditionnelle, où ils montraient les meilleurs moments, etc. D'abord, j'étais impressionné de voir la vitesse de défilement des commentaires. C'était très fort de leur part d'accrocher une question dans les commentaires qui défilaient, parce que ça suivait vraiment très, 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 très rapidement. Et puis, et je m'abstiens de tout commentaire politique sur François Hollande, mais le monsieur a quand même pas mal d'humour. Et là, il était en roue libre, il s'est lâché. Il y a eu des vannes, des choses qu'on n'entend jamais de la part de politiques, des remarques sur Macron notamment, qui se seraient jamais permis dans un média traditionnel. Et donc, ça donne un ton un peu décalé, un peu différent. Ça rend les politiciens peut-être un peu plus humains et un peu plus proches. Donc, moi, globalement, je suis. Oui, mais y aura-t-il ce ton avec pas regardé cette séance-là.
Y aura-t-il ce temps avec Castex Lui, il est en charge, donc il a plus à perdre que Hollande, qui n'a pas grand-chose à perdre dans l'exercice. Oui, est-ce que l'audience a envie de l'entendre aussi C'est ça. C'est pas un exercice facile. C'est intéressant par contre parce que ça fait partie de la vie aujourd'hui. Ces plateformes, on ne peut plus dire je suis passé à la radio ou j'ai été dans le journal ou j'ai été à la télévision et uniquement dans ces sphères-là des médias traditionnels, allons dire. Non. Et je pense que un politique, on en connaît quelques-uns qui ont des équipes aujourd'hui de communicants qui les font aller sur TikTok par exemple pour aller au plus proche d'un certain public qui s'intéresse probablement pas ou plus ou pas encore à la politique. Et donc c'est à observer. Et effectivement, quand on parlait du temps de parole, par exemple, Aurélien, c'est vrai que c'est intéressant à observer et surtout, à un moment donné, à baliser quand même aussi quelque part, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui seront les meilleurs influenceurs sur Internet, entre guillemets, pourront avoir droit de citer aux élections, ce qui serait quand même un petit peu dommage, parce que ça laisse pas mal de place à Nabila, du coup. Voilà, c'est le genre de dérive, c'est une caricature, mais c'est ce genre de dérive-là dont il faut se méfier. Est-ce qu'on a fait le tour de cette question ? Oui, je pense, parce qu'on rajoutait une couche, ça ne servira pas à grand-chose, mais on observe nous aussi le phénomène. On peut dire ça également. Est-ce que on terminerait pas cet épisode par cette lettre V ? V comme vidéosurveillance. Quand on a piraté ou quand on pirate les caméras, ça c'est un titre que j'ai déjà eu il y a très très longtemps sur les caméras de surveillance qui s'étaient fait pas vraiment pirater, mais est-ce le même type d'information qui reviendrait après quelques temps ? C'est la question que je me pose, Sébastien. L'actualité est un perpétuel recommencement. Désolé de vous caler 2 sujets piratage dans un seul épisode de Les Technos. Mais oui, il y en a encore eu un. Et c'est vrai que les caméras de surveillance, c'est un bon sujet de hacking, parce qu'en général, les fabricants de caméras ne sont pas des informaticiens et sécurisent de façon minimale, pour utiliser des mots polis, les appareils qu'ils nous vendent. Et donc, en général, c'est assez facile de rentrer sur des caméras de surveillance. Et ça fait souvent la une de la presse. Mais ici, ce hack est différent. C'est pour ça que je l'ai épinglé. C'est une société avec un nom imprononçable, Verkada. Décidément, toi, l'art de trouver des trucs avec des noms imprononçables, bravo. C'est mon challenge hebdomadaire quand je vous rejoins. Donc Verkada, société qui vend des solutions de vidéosurveillance, qui vend les caméras et qui a une caractéristique par rapport aux autres sociétés, c'est de centraliser les flux vidéosurveillance de leurs clients dans leur cloud. Ça veut dire que tout passe par chez eux, sur laquelle ils peuvent donc faire des tas d'analyses, etc. Ça veut dire que les clients peuvent se connecter juste avec une interface web aussi et voir leur flux de surveillance. Jusque-là, tout va bien. Et donc, comment a-t-on fait pour hacker des centaines de milliers de caméras d'un coup ? Eh bien, on ne hack pas la caméra, mais on hack le site qui stocke le cloud du vendeur. Et comment est-ce qu'on fait pour hacker ? Ben, le plus simple, c'est d'aller voir dans leur code source, comme beaucoup de sociétés, ils publient une partie de leur code source sur des entrepôts de code source, pour parler français. Des sites comme GitHub, par exemple, qui est un site très connu des développeurs où on peut aller publier son code source. Et souvent, les développeurs, quand on développe un petit truc à la va-vite, quand on teste ou quoi, qu'on a besoin de se connecter sur un système, on code dans le code source, on met password égal, username égal, et puis ça permet de tester. Tous les développeurs font ça. Si vous avez écrit du code et que vous m'écoutez, vous avez déjà fait ça. Moi, j'ai déjà fait ça. Le problème, c'est que parfois, on oublie que ces 2 lignes de code sont là et on envoie ça sur sur un entrepôt de code source public. Il a suffi de lire le code source de cette société-là pour trouver un username password, un mot d'utilisateur et un mot de passe qui, pas de bol, avait des privilèges administrateurs, ça c'est vraiment pas de chance, et de pouvoir rentrer sur le réseau et ainsi simplement accéder par les moyens classiques de la société au flux de caméras de leurs clients. Alors pas des petits clients quand même, 200 usines Tesla, ou 200 caméras dans des usines Tesla qui permet de voir comment c'est dans une usine Tesla, de voir les allées et venues du personnel. La liste de sociétés qui étaient hackées est assez impressionnante. Alors ça peut être des sites industriels, ça peut être des contrôles d'accès sur
des sites plus ou moins sensibles, le vendeur de Cloudflare qui fait un Content Delivery Network, un CDN, donc un cache en bordure d'internet, fait partie de la liste des clients dont les flux vidéo ont été piratés. Donc juste un mot de passe dans le code source. Si vous publiez votre code source en public, faites-y attention. Tous les secrets doivent rester secrets. Moi, je pensais que c'était une news plus liée à ce qu'on a déjà vu il y a même plus de 10 ans maintenant, depuis qu'il y a des caméras de surveillance numérique, que pas mal de gens dans leurs boutiques, enfin leurs magasins, leurs échoppes, etc., pour faire un peu de surveillance, ce sont des caméras Wi-Fi, et en trouvant simplement l'adresse IP de la caméra et en utilisant le mot de passe qui est sans doute password ou 1, 2, 3, 4, vous pouvez vous connecter comme ça. Et il y avait un site qui d'ailleurs reprenait toutes ces images et postait toutes les caméras, et donc vous aviez comme ça plus que des webcams pour le coup, parce que certaines personnes avaient ça chez eux pour, je sais pas, surveiller le personnel de maison, ou pour je ne sais pour quelle raison, avaient des caméras de surveillance à domicile, mais ne les coupaient pas nécessairement quand ils étaient à domicile, ou des gens qui laissent les caméras fonctionner dans les magasins, et donc simplement en se promenant même en rue avec un smartphone et en cherchant des réseaux Wi-Fi déjà, et en hackant le réseau Wi-Fi, on pouvait déjà se connecter à l'une ou l'autre caméra à distance. Donc c'est assez rigolo, mais en même temps c'est totalement illégal. Donc voilà. Et quand j'ai vu 150 000 caméras, je me suis dit waouh, c'est encore un truc super compliqué à la SolarWinds, à la Microsoft Exchange, etc. Ben non monsieur, c'est d'une simplicité affligeante. Oui, effectivement. Donc, je pense que là, on a bien terminé notre épisode. C'est le 296, du coup. Il n'y a pas de oui mais non. Je vois ça sur le chat, il dit « Ah ouais, mais faites-toi un oui mais non. » On ne va pas les inventer non plus. En général, oui mais non, on ne met pas son mot de passe sur GitHub. Par exemple. Ouais. Oui mais non, digital, numérique, tout ça, ça peut faire office de oui mais non aussi. Je rappelle que le oui mais non, c'est une information improbable, technologique, mais improbable, dont on peut parler éventuellement et se moquer gentiment. En fin d'épisode, il n'y en avait pas cette fois-ci. On essaiera de vous en trouver un avec l'équipe de la semaine prochaine, parce qu'on va revenir, forcément, comme chaque semaine, déjà depuis pas mal d'années maintenant. On va revenir la semaine prochaine avec deux autres zigomards qui vont eux aussi parcourir la presse et faire remonter leur revue de presse. Merci à ceux qui nous ont suivis sur le chat déjà. Merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là en podcast audio ou sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous demander pour savoir si vous êtes arrivé jusque-là? Une petite question facile, Sébastien ou Aurélien, est-ce que vous avez une question à poser à nos auditeurs qui pourraient répondre en un mot ou deux dans les commentaires pour voir s'ils sont bien arrivés à la 61... Non, on est déjà où là? Ouh là là, on a déjà bien dépassé le temps. Ils sont en train de Quel est le nom de l'usine très connue qui fait partie de la liste des victimes de Verkada? Oui, ça c'est ça c'est déjà un peu compliqué. Quel est le nom du véritable inventeur de la cassette? C'est facile ça. Il y en a deux possibles. Donc allez-y. Quel est le nom de l'inventeur de la cassette ou de l'équipe qui a inventé la cassette audio? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Comme ça, on sait que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode. Attention, dans un instant, générique de fin. Merci Sébastien, merci Aurélien, et on se dit à très bientôt, bien sûr. Merci à vous. Prenez soin de vous. Salut.